Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir évoquer un sujet technique. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour tout ce genre de choses. Et aujourd'hui, on va parler des corrélations, d'accord? Mais cette fois-ci sur un niveau un peu plus avancé. Alors, qu'est-ce que c'est les corrélations? Les corrélations, c'est quand justement vous allez pouvoir retrouver soit une corrélation positive, d'accord? Donc, c'est-à-dire que les marchés finalement dans l'émission de votre analyse vont pouvoir aller dans le même sens, ou une corrélation dite négative, c'est-à-dire qu'il va y avoir une inversion de corrélation. Quand un va monter, l'autre va descendre, et quand l'autre va descendre, l'un va monter. D'accord? Et ça, c'est très 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 sympathique à utiliser. C'est des extra confirmations essentielles pour pouvoir agir sur les marchés financiers avec un taux de probabilité évidemment très 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 élevé, d'accord? Et donc l'objectif c'est ici de pouvoir venir vous évoquer quelques-unes des corrélations, les plus réputées, les plus utilisées, les plus fiables sur le long terme, et celles qui finalement sont les plus utiles à utiliser quand vous allez pouvoir émettre des analyses. Premièrement, on va retrouver tout ce qui va être les XXX USD, les XXX CHF, les XXX GBP, qui la quasi-totalité du temps sont corrélés de manière positive. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que elles vont dans le même sens. Ok, un AUD USD et un NZD USD, dans tous les cas, se comparent au dollar. D'accord? Donc vont être finalement liés à ce que le dollar va pouvoir émettre. Pareil, par exemple AUD CAD ou USD CAD ou GBP CAD, par exemple, la grande majorité du temps vont être reliés à ce que le CAD va pouvoir faire. D'accord? Donc après, je vous invite à les vérifier sur le moment auquel vous allez vouloir les émettre, d'accord? Mais la grande majorité du temps, on va toujours retrouver des corrélations qui vont dans le même sens, notamment pour les XXX CHF, qui sont extrêmement soumis finalement à l'évolution du CHF. Si on regarde l'AUD CHF, le GBP CHF, l'Euro CHF, etc., on a des marchés qui finalement vont toujours dans le même sens. Ici, si on vient sur les graphiques, et si on compare par exemple l'AUD CHF, donc par exemple on va prendre l'AUD CHF en guise de comparaison, on y a mis l'USD CHF, tac, ça va charger normalement. Est-ce que j'ai mis l'USD CHF? Non, d'accord, c'est pas grave, on va mettre l'USD CHF, on va mettre par exemple l'Euro CHF, tac, Euro CHF, super. On va mettre le GBP CHF, super aussi, GBP CHF, voilà, parfait. Voilà, on en a mis 4. Il devrait s'afficher incessamment sous peu. Mais vous voyez qu'on est toujours sur les mêmes évolutions de prix depuis très longtemps. D'accord? On a toujours la même chose qui se met en place. Voilà, super. Donc forcément, les XXX CHF sont très utiles. Ici, on voit que par exemple, on a une très jolie distribution qui a pu commencer à prendre place, par exemple ici sur l'AUD CHF dans cette supply. Si on va sur l'Euro CHF, on voit que là aussi, on a une magnifique distribution qui a pris place. Si on va cette fois-ci sur le 4 CHF, pareil, on a une très belle distribution qui a pris place. Et le GBP CHF, c'est un petit peu plus complexe pour le coup, mais on a une sorte de niveau qui peine à partir. Donc ça, vous voyez, c'est à garder en observation. Si on prend par exemple l'USD CHF, c'est pareil, une très jolie distribution sur ces niveaux-là. Alors on n'est pas vraiment sur un beau niveau de supply, pour être honnête. C'est pour ça qu'à mon avis, on va avoir certaines complexités de marché qui devraient prendre place. Mais en tout cas, tout ce qui va être les XXX, par exemple, sont toujours connectés. Si on regarde par exemple l'AUD USD, ici l'AUD USD, vous une grosse distribution. Si on revient sur le top, ici pareil, on a magnifiquement distribué. NZD USD, c'est pareil, grosse reprise de contrepartie ici, ça part toujours sur le même timing. L'euro USD, j'ai une position qui trade ici, pareil, oui, très belle distribution sur ce niveau-ci. Là, le prix part plutôt très bien, on est dans cette position actuellement. GBP USD, c'est pareil, très jolie position ici, d'accord, pareil, on avait une très jolie distribution. Voilà, ça c'est une entrée en scalping, c'est un peu plus compliqué à venir comprendre, mais très belle entrée aussi ici. Si on va par exemple sur l'AUD CAD, vous voyez, pareil, très jolie distribution, pareil sur le même timing qui était là. Si on va sur l'EuroCAD, vous voyez, pareil, très belle distribution aussi qui prend place juste là. D'accord, on a un reprice du prix juste ici avant que le BSD livre, donc c'est super cool. Ça part vraiment dans le même sens et c'est très intéressant à utiliser. Il y a un côté cool parce que si vous voulez, il y a ce côté où parfois vous allez voir, souvent on fait la réflexion de dire oh, t'as beaucoup de marchés, c'est compliqué, analyser, machin. Non, pas tellement parce que finalement, quand on réunit les marchés, par exemple EURUSD, USD, NZD, USD, GBP, USD, etc., finalement on comprend que c'est quasiment un seul même marché et la seule chose qu'on va attendre, c'est des timings propices à pouvoir prendre des positions. Mais c'est vrai que tout ce qui va être les XXX CHF, les XXX USD, les XXX JPY, c'est 90% du temps toujours corrélé dans le même sens. C'est ça qui fait que c'est très intéressant. Et pourquoi justement je vous invite à checker ces corrélations? Parce que imaginons que d'un côté, on est le premier exemple ici, on est dans la supply. Ok, donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple ici, on est dans la supply. Ok, et là troisième exemple, ici on en est là.
ok, bah, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes dans les supply, par exemple, ici, ici, tac, et ici, d'accord, bah, et que vous cherchez à vendre, par exemple, ce marché-là, vous dites super, ici on a un changement de structure, super, on va pouvoir RTP ici. Attention à ne pas vous faire avoir, parce que ici, vous voyez, on n'a toujours pas liquidé finalement ce niveau-là. Donc on va peut-être avoir un gros mouvement de liquidation qui pourrait se produire pour pouvoir chercher des plus bas par la suite. Ici, c'est exactement pareil, on n'a pas produit de mouvement de liquidation. Donc à tout moment, ce timing de RTP là n'est pas le bon. Et sur un principe de distribution, on va sûrement ici créer le uptrust, on va sûrement vous créer un UTAD pour repartir derrière. D'accord, donc attention justement à vos différents timings, parce que ça se solde par un stop loss, juste parce que vous n'avez pas observé ce qui peut se passer à droite et à gauche, et le fait de repérer ces différents timings, que ce soit intraday, intra-week ou autre, c'est très 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 important pour avoir finalement une bonne rentabilité à terme. Voilà pour les XXX, donc CAD, USD, CHF, GBP, Euro, USD. Ça fonctionne quasiment toujours dans le même sens. Une autre corrélation qui n'a rien à voir avec uniquement de la monnaie, ça va être l'or, l'AUD et le CHF. D'accord, donc ici, vous voyez, on a beaucoup parlé du XXX CHF et du XXX AUD ou de l'AUD XXX, pourquoi pas. Et si on est très cohérent, on comprend que l'or finalement peut être comparé et comparable un petit peu à ces deux valeurs pour plusieurs raisons. Au niveau de l'AUD, parce que l'Australie est un très très gros producteur d'or, donc forcément la hausse des prix de l'or, elle peut renforcer l'AUD, comme à l'inverse, si on a une baisse des prix de l'or, bah, ça peut finalement être défavorable pour l'AUD. Et le CHF, il faut comprendre que c'est souvent considéré comme une valeur refuge, tout comme l'or évidemment. Et en période d'incertitude, on a forcément les deux actifs qui peuvent, entre guillemets, voir leur valeur augmenter, leur demande augmenter. D'accord ? Donc vu que la Suisse, c'est un pays qui est très très connu pour son rôle majeur dans le raffinage de l'or, mais pas que, notamment aussi pour la grosse valeur réglementaire de l'or qu'elle peut distribuer, ces deux monnaies vont être intimement corrélées. Alors, ici, on peut observer par des chiffres finalement que l'Australie est le deuxième plus gros producteur d'or en 2023. Donc forcément tout ce qui va être les achats, les ventes d'or, bah, l'AUD va être fortement indexé indirectement dessus. Pour ce qui concerne la Suisse, c'est beaucoup plus précis. Il faut savoir que la Suisse, forcément, historiquement parlant, ça a subi une très très grosse tradition de neutralité politique, ce qui a fait que c'est devenu un lieu très très sûr pour tout ce qui va être le stockage et le commerce de métaux précieux, d'accord ? Et que la Suisse, finalement, c'est vraiment l'arbitre de certaines des plus grandes raffineries d'or du monde. À noter que vous allez pouvoir retrouver ce qu'on appelle Valcambi, Argor, etc. Metalor, donc notamment, c'est extrêmement connu internationalement parlant. Et forcément, ces raffineries, elles sont très très réputées pour la qualité et leur capacité à transformer l'or brut en or pur, conforme au millimètre aux normes internationales. D'accord, parce qu'encore une fois, la qualité d'or que vous allez pouvoir acheter, bah, si par exemple vous achetez de l'or en Inde et que vous venez la vendre en Suisse, c'est peu probable que la Suisse vous la reprenne au même prix. D'accord, donc ça c'est très important à entendre. Deuxièmement, la bourse de l'or de Zurich, c'est l'une des plus grandes au monde, d'accord ? Donc forcément, les banques suisses, elles sont aussi connues pour leur discrétion et surtout leur certaine stabilité. Donc elles vont jouer un rôle crucial dans le financement et dans la gestion des transactions qui vont pouvoir être liées à ce métal qui est aussi hors banque quelque part. Donc c'est ça qui en fait un atout majeur pour la Suisse. De plus, au niveau du raffinage, la Suisse, elle importe de très 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 grandes quantités d'or brut qui proviennent de diverses régions du monde, notamment l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Et donc après le raffinage d'une grande partie de cet or-là, bah, il est réexporté sous forme de lingots ou de pièces d'or, etc. D'accord, donc ça c'est très important à comprendre. C'est pour ça que le CHF, bah, il est très présent finalement au sein du secteur de l'or, que ce soit pour de l'achat ou pour de la vente, il est intimement lié et corrélé. Les productions d'or suisses telles que les lingots et les pièces sont très recherchées pour leur qualité et leur pureté. La Suisse a mis en place des réglementations strictes qui assurent la transparence et la responsabilité dans la chaîne d'approvisionnement de l'or. Voilà pourquoi quand vous allez pouvoir émettre des comparaisons sur les marchés financiers, comparer le gold et le CHF, ça peut être extrêmement intéressant. On a aussi évidemment l'or et l'argent qui ont une corrélation plus que positive pour plusieurs points. Premièrement, bah, si vous voulez, ils sont souvent positivement corrélés parce que c'est deux valeurs qui sont utilisées dans de l'application industrielle similaire. C'est-à-dire que quand on va commander de l'or, on va forcément commander de l'argent avec, que ce soit pour de l'électronique, du photovoltaïque, de la médecine, de l'industrie chimique. D'accord ? À noter que ces deux métaux jouent un rôle
cruciaux finalement, enfin jouent des rôles cruciaux dans de nombreuses industries, notamment pour leurs propriétés uniques que d'autres matériaux ne savent pas répliquer. Donc tout ce qui va être l'aérospatial, la médecine qu'on en a parlé, et l'argent par contre lui ça va plutôt être utilisé pour tout ce qui va être l'électronique, la médecine, le photovoltaïque, la chimie, etc. D'accord, donc ils sont tous les deux en principe commandés en même temps. C'est pour ça que l'or et l'argent sont corrélés positivement sur vos marchés financiers. Donc si vous voyez une très grosse accumulation sur l'or, posez-vous la question de regarder un peu ce qui se passe sur l'argent, si justement on n'est pas plutôt sur une redistribution ou autre, d'accord. Donc ça c'est très important de pouvoir émettre une corrélation assez précise entre ces deux valeurs. Évidemment, l'or et le dollar, donc on en a pour un petit moment de vous expliquer un peu de ça, parce que c'est une sacrée histoire. À l'époque, on avait ce qu'on appelle l'étalon d'or, ça veut dire que la valeur du dollar était intimement liée à la valeur finalement de l'or. Il était adossé à l'or, après on a retiré, on a eu la fin de l'étalon d'or en 79, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu avant, bien avant, il me semble, 49, 79, ça finit par 9 si je dis pas de bêtises, tout simplement parce qu'il y avait trop de dollars par rapport à la quantité d'or en circulation, il n'y avait plus assez d'or pour tanker et pour, entre guillemets, coller la valeur du dollar, donc on a arrêté. Donc l'or évidemment et le dollar ont également une corrélation inverse, quand le dollar se renforce, l'or tend à baisser, et vice versa, car l'or est libellé en dollars sur les marchés mondiaux en règle générale. Quand vous allez acheter de l'or sur les marchés, c'est toujours du, par exemple, XAUUSD. Donc ça veut dire que pour acheter de l'or, vous vendez du dollar, et quand vous vendez l'or, vous rachetez du dollar. D'accord, donc forcément, ils sont intimement inversement corrélés, rien que par rapport à cette base. Mais pas que. D'accord, il faut comprendre que, encore une fois, pour revenir sur ce détail-là, l'or, il est principalement coté en dollars américains sur tous les marchés, donc forcément la fluctuation du dollar, ça va influencer directement son prix, d'accord, donc c'est-à-dire que lorsque le dollar il va s'apprécier par rapport aux autres devises, boum, l'or devient plus cher en termes justement de valeur, et entre guillemets, ça va tendre à réduire finalement la demande, et donc par conséquent à faire baisser le prix de l'or, pour faire simple, d'accord, donc voilà, inversement corrélé, pas très compliqué à comprendre, sauf qu'il y a d'autres liens entre le dollar et ce qui peut se passer économiquement parlant autour du dollar. C'est-à-dire que les taux d'intérêt et l'inflation vont avoir un rôle clé dans cette relation entre l'or et le dollar, parce que l'or de son côté, c'est toujours, entre guillemets, considéré comme une protection contre l'inflation. C'est a priori déflationniste, d'accord? Sauf que, forcément, si on est très cartésien, et qu'on est juste rationnel dans nos explications, lorsque l'inflation augmente, le pouvoir d'achat du dollar diminue, donc les investisseurs, pour garantir leur pouvoir d'achat et ne pas perdre en valeur de pouvoir d'achat, et de pouvoir par la suite racheter du dollar et avoir conservé finalement leur pouvoir d'achat par exemple 6 mois, 1 an après, achètent de l'or pour préserver leur valeur. D'accord. Inversement, lorsque les taux d'intérêt sont très élevés, ils vont augmenter le rendement des actifs en dollars, comme des obligations, des actions du stock market, ce qui va réduire finalement l'attrait de l'or, qui lui ne rapporte pas d'intérêt. D'accord. L'or, c'est vraiment une valeur refuge. Quand on parle de valeur refuge, c'est pour conserver sa valeur. Par exemple, des taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis attirent des capitaux vers les actifs libellés en dollars, renforçant le dollar et exerçant une pression à la baisse sur le prix de l'or. Troisième point très important, c'est l'effet de couverture. C'est que les investisseurs, souvent, ils considèrent l'or vraiment pour se couvrir contre une faiblesse économique, une faiblesse du dollar, ce qui va laisser justement quand le dollar il va baisser, la valeur de l'or évidemment elle va augmenter, ce qui va compenser des pertes potentielles sur des actifs. Mais la chose que je veux vous mettre en avant ici, c'est que malgré tout, quand on fait une comparaison du gain qui aurait pu être obtenu si vous avez acheté de l'or ici en 1975 et si vous aviez acheté du stock market ou de Dow Jones ou même des obligations, parfois on n'est pas du tout sur les mêmes performances déflatées on market. Ici, si vous aviez acheté du S&P en 1975, vous auriez obtenu quasiment 6862% d'évolution par rapport au stock market de manière déflatée, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, alors que l'or, c'est que 1675%. Ça veut dire à quel point l'or, c'est bien, mais que pour conserver de la valeur. C'est bien en période de crise, en période de complexité économique, ok, mais ce n'est pas si rentable que ça dans les faits vis-à-vis justement du fait que il n'y a pas d'intérêt sur l'or. Ok, il n'y a absolument aucun intérêt. Voilà pour l'or, voilà pour le dollar. Oui, c'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est quand même important de l'avoir en tête. Donc ce que je vous conseille sur votre watchlist, là, vous êtes à gauche sur TradingView ici, vous mettez par exemple Euro USD, AUD USD, NZD USD, GBP USD, Gold, d'accord, et on va voir ce qu'on pourrait rajouter après. Mais rien que ça, justement, vous pouvez par exemple comprendre que du coup l'euro USD peut être inversement corrélé au DXY. DXY, c'est quoi? C'est l'indice du dollar, tout simplement. Et par contre, il va être positivement corrélé à l'or.
d'accord, l'euro USD va être corrélé à l'or. Donc c'est-à-dire que quand vous avez l'euro USD qui va up à la hausse, bah, l'or en principe est censé up à la hausse. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, ça signifie que le dollar baisse. Et c'est que de la mécanique de marché, hein, pour le coup. Au niveau du pétrole et du dollar et du CAD, oui, il y a une très grosse corrélation entre le pétrole et le CAD. Pourquoi? Parce que bah, le dollar canadien est fortement influencé par les prix du pétrole, pardon, en raison bah, de l'importance du secteur pétrolier dans l'économie canadienne. Une hausse des prix du pétrole tend à renforcer le CAD. Et pour ce qui concerne le dollar américain, lui, il est directement influencé par les prix du pétrole pour plusieurs raisons. Déjà, on a de très 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 gros liens économiques autour de l'industrie pétrolière entre le Canada et les États-Unis. Le Canada envoie du pétrole brut aux États-Unis qui va se faire raffiner, puis les États-Unis le renvoient au Canada. Donc il y a finalement des liens financiers autour du marché du pétrole. Donc c'est comme si les billets américains et canadiens glissaient sur l'océan de pétrole et les échanges qui pouvaient s'émettre entre eux, d'accord, ils sont vraiment quasiment collés. Donc il y a des très 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 gros liens entre les raffineries pétrolières américaines et tous les réserves de pétrole canadiennes. De plus, les États-Unis et le Canada font partie du top 5 des producteurs de pétrole mondiaux, d'accord. Donc vous voyez ici, on est, bon, c'était en 2023 à 12,9 millions, mais en réalité les capacités américaines soient quasiment 22 millions de barils par an, par jour, excusez-moi. C'est absolument énorme. Donc voilà, vu que les États-Unis sont les premiers producteurs de pétrole pardon, au monde, bah il y a un lien étroit finalement entre bah, l'évolution on market du pétrole et finalement le dollar américain. Après, encore une fois, c'est pas 100% toujours factuel, d'accord, ça va dépendre des périodes économiques, ça va dépendre de la fondamentale, ça va dépendre de beaucoup de choses. Par exemple, actuellement, on a des taux d'intérêt qui sont très élevés, on a une production de pétrole qui a diminué aux États-Unis pour ralentir l'inflation. Actuellement, le pétrole et le dollar, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément très corrélés, c'est qu'on a une sorte de décoincement de corrélation entre les deux. Là, le dollar est plutôt relié à la politique monétaire américaine, bien plus qu'à l'évolution du pétrole on market. Voilà pour ça. Voilà en tout cas pour le pétrole et l'USD. Et le CAD, c'est pas très très compliqué. Le lait et le NZD, donc la monnaie de Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la Nouvelle-Zélande produit environ 22 milliards de litres de lait par an. Donc la Nouvelle-Zélande est aussi appelée la laiterie du monde. C'est un des principaux producteurs de lait de manière mondiale, d'accord. Mais c'est très très important à savoir. C'est fort possible que parfois le lait vous pouvez retrouver dans vos magasins. Bon, c'est très peu probable, en tout cas en France, qu'on a des très gros producteurs laitiers. Mais par exemple en Espagne, en Italie ou notamment au Japon, d'accord, au Japon, en Chine ou quoi que ce soit, parce que la Nouvelle-Zélande est le principal partenaire commercial de la Chine, du Japon, excusez-moi. Donc c'est quasi sûr à 100% que dans des frigos au Japon vous retrouvez du lait néo-zélandais. Donc voilà, il y a une très grosse corrélation entre le lait et le NZD. Ici j'ai été vous chercher les documents officiels de Nouvelle-Zélande qui montrent justement les statistiques de 2020 et 2022 par rapport justement donc ça c'est un résumé justement de la production de lait ces 35 dernières saisons. Donc c'est quand même des données qui datent qui partent de 1987-88 à quasiment ici 2022, 2021, 2022, donc c'est quand même pas rien. Et on voit qu'ici la production a fait que grimper, à une petite baisse de production entre 2021, 2020, 2021 et 2021-2022, légère petite baisse ici, mais malgré tout, vous voyez ici on était quasiment à 579, on est quasiment à 2000, c'est vous dire à quel point c'est très 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 conséquent pour la Nouvelle-Zélande. Ici on peut voir justement une carte détaillée de la production laitière en Nouvelle-Zélande, d'accord, donc les régions de distribution par rapport aux vaches, par rapport à tout ça, c'est le pays où il y a le plus de vaches mondialement parlant. D'accord, donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Il y a des vaches absolument partout. Pour ceux qui sont déjà en Nouvelle-Zélande, je pense que ça a dû vous marquer. Mais voilà, vous pouvez comparer le milk, donc sur le ticker du lait sur TradingView, c'est milk. D'accord, vous pouvez comparer milk avec le NZD. Et dans tous les cas, il y a forcément une interconnexion avec potentiellement ce qui peut se passer sur le dollar ou le JPY, tout genre de choses. Voilà pour ça. Un autre lien très 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 important, c'est notamment la corrélation entre les entreprises technologiques cryptographiques et le coin qui vont pouvoir émettre sur les marchés financiers. Et notamment les primary coins quelque part, donc tout ce qui va être Bitcoin, Ethereum, et j'en passe. Donc le top 10 des valorisations en crypto va fortement être relié finalement à l'activité économique de l'entreprise de Coinbase, de Binance et d'autres. Alors Binance n'est pas coté en bourse. La seule chose que vous pouvez retrouver de Binance, c'est le BNB, d'accord, donc c'est le coin que Binance émet, mais pour Coinbase, lui, il est coté en bourse aux États-Unis,
est accessible en France, en Europe en tout cas. Donc forcément, la valeur de ces entreprises technologiques, elle peut parfois être corrélée, c'est tout le temps corrélé aux crypto-monnaies, en raison de leur place d'intermédiaire. Comment est structuré le business de Coinbase? Coinbase gagne de l'argent par rapport au nombre d'échanges qui peuvent s'exécuter sur les marchés financiers, et notamment parce que sur chaque échange, ils vont prendre des frais, des fees. D'accord? Donc eux, leur business model est basé sur le fait de récolter des frais de transaction. D'accord? Pas que évidemment, mais 80% de leur chiffre d'affaires, c'est des frais. Et c'est pour ça que si Bitcoin, par exemple, évolue à 100 000 dollars, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont initié des achats, qui ont acheté, d'accord, ou quand même vendu, peu importe. Et donc forcément, Coinbase, par rapport à ça, va venir prendre des frais, d'accord, d'intermédiaire, d'exécution d'ordre, de vente ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que Coinbase, finalement, fait son chiffre d'affaires. C'est exactement la même chose pour Binance, d'accord? C'est pour ça qu'on a une sorte de compétitivité finalement entre ces deux institutions, ces deux entreprises. C'est à qui aura le plus finalement de clients qui vont pouvoir engendrer des achats et donc des frais qui vont rentrer dans le chiffre d'affaires, etc., etc. D'accord, je ne rentre pas trop dans les détails, mais comprenez que Coinbase, Binance sont très corrélés par exemple au Bitcoin et à Ethereum. Je m'explique un peu plus. Ici, vous voyez, j'ai racheté Bitcoin sur ces niveaux-ci parce que j'estime que c'est un très bon point d'achat. Mais de l'autre côté, j'ai aussi procédé à un achat d'actions de Coinbase, d'accord? Donc j'ai un premier achat qui a été mis ici. Ça correspond au plus bas du Bitcoin, d'accord, et donc là je vais potentiellement procéder à un deuxième achat justement de Coinbase ici, tout simplement parce qu'ils sont corrélés positivement, d'accord. On peut les mettre à côté si vous voulez, c'est exactement la même chose, on est exactement sur les mêmes niveaux de prix, d'accord, c'est exactement pareil. Binance existe, enfin Coinbase, Binance existe justement grâce aux crypto-monnaies et grâce aux frais qu'ils vont pouvoir prendre sur les crypto-monnaies. Voilà, donc là j'ai décidé de réémettre un achat, il est posé actuellement ici, ce qui fait que vous pouvez démultiplier finalement vos performances, n'êtes pas obligé d'être uniquement fixé sur par exemple des intermédiaires, acheter de la crypto, quoi que ce soit. J'ai à la fois acheté de la crypto, à la fois acheté du Coinbase et j'en passe. Et donc ici, mon objectif, c'est juste de venir chercher le dernier top ici, d'accord, qui correspond au dernier top de Bitcoin. On voit que Coinbase ici est en retard sur l'évolution de BTC, d'accord. Donc là, on a à peu près 100% de performance pour les deux positions, c'est-à-dire 1x2 sur la mise de départ pour faire très vulgaire. Alors si ici vous avez mis 100 euros, là vous allez chercher 200, et là si vous remettez 100 euros, vous allez chercher à peu près 200 aussi. Donc ça va faire 400 euros pour 200 euros investis, pour faire très simple. Voilà, sans compter les impôts, la flat tax qui va tomber dessus si jamais les sous sont sortis et virés sur le compte personnel ou professionnel. Voilà, ça c'est très important. Après, on retrouve aussi une très grosse corrélation entre les indices américains. Alors ça peut paraître bête pour certains, mais certains ne le savent pas. Par exemple, entre le Dow Jones, entre par exemple l'US 30, entre ce qui va être par exemple le Nasdaq, finalement, la grande majorité du temps, il y a souvent justement des entreprises qui sont incluses dans les trois indices. D'accord? Par exemple, Nvidia, tout ce qui va être Apple, tout ce qui va être Meta, Tesla, etc. On sait que c'est ce qui dicte actuellement l'évolution claire du S&P. Tout ce qui va être le Max 7, le Magnificent 7 est finalement inclus dans les trois indices. Donc forcément, les trois indices ont une corrélation positive qui va pouvoir se mettre en place. Cependant, on va pouvoir parfois dissocier quelques corrélations négatives parce que malgré tout, le Dow Jones et le S&P, le Nasdaq ont quand même un certain éventail d'entreprises qui ne le prennent pas en compte et il peut y avoir des irrégularités qui prennent place. D'accord? Donc les indices américains, la grande partie du temps, c'est toujours corrélé positivement. De plus, les grandes multinationales cotées sur plusieurs marchés boursiers peuvent créer des corrélations entre ces marchés. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Deuxième point, enfin avant-dernier point, si je ne dis pas de bêtises, avant-dernier point, les ETF avec les matières premières ou les autres. D'accord? Ça, je vais pouvoir vous le montrer. Par exemple, dans la dernière vidéo que je vous ai faite sur la récession, le pricing de récession, je vous explique que ici je vais émettre des ventes sur cet ETF qui vient prendre en compte finalement tout ce qui va être le pétrole, le gas exploration et la production. D'accord? Donc très clairement lié intimement à ce que le pétrole va pouvoir nous exercer sur les marchés financiers. D'accord? Si ici on compare à l'US Oil, d'accord, et qu'on met une nouvelle échelle de prix, on voit qu'on est quasiment exactement sur les mêmes niveaux de prix. On est sur les mêmes niveaux de prix quand on vient coller le prix de cette manière-là. D'accord? Si on se met en monthly, on voit aussi qu'on est quasiment toujours sur le même niveau de prix. Donc forcément ici, j'ai pour intention, et j'ai déjà vendu d'ailleurs, cet ETF, pour pouvoir aller chercher de la performance vis-à-vis de ce que le pétrole va pouvoir me proposer. Si ici on va regarder un peu ce que le pétrole nous fait, tac, on va aller sur US Oil, hop, on va se mettre
en normal. Ici effectivement on voit que le pétrole est clairement en train de distribuer, d'accord, il est revenu jouer sur ce très gros niveau de prix ici, et là on a une très jolie distribution du pétrole qui prend place en interne. Alors, un très gros niveau de récupération ici, un Uptrust, un UTAD, d'accord, une sorte de reprice ici, et le prix du pétrole est déjà en train de tomber. Donc on a une grosse distribution qui est en train de prendre place ici, et comme vous le savez, on price les élections américaines, on price une récession, on price tout ce genre de choses. Donc forcément, ici, on va s'attendre à commencer à pricer ce mouvement baissier qui devrait prendre place. Je pense qu'on devrait revenir ici sur les niveaux de 2020, ça m'étonnerait pas du tout, pour être honnête. Un repricing dans ces niveaux-là serait pas du tout étonnant. Donc je pense que ça peut être le début du mouvement par rapport à ce qui devrait se passer évidemment en novembre avec les élections américaines. Voilà, mais on peut aussi corréler par exemple les ETF du S&P avec le S&P en lui-même. Parfois sur les ETF, on va pouvoir avoir quelques confirmations qu'on ne va pas avoir sur le S&P. Ou par exemple un ETF, j'en sais rien moi, de l'or, on peut le comparer à l'or directement. Et ça m'a été très utile pour prendre des positions. Voilà, comparer des ETF aux matières premières, aux indices ou à tout genre de choses, c'est très utile. Après, on va pouvoir comparer du coup toutes les monnaies et leurs obligations respectives. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est une obligation? Une obligation, c'est finalement de la dette, c'est ce que l'État va pouvoir émettre pour se financer. Alors, le rendement obligataire, il faut savoir qu'il est intimement lié aux devises d'un pays, d'accord? Par exemple, si les rendements des obligations américaines, elles vont augmenter, le dollar, quant à lui, il va se renforcer, car les investisseurs étrangers, ils vont finalement acheter des obligations américaines. À noter que la dette représente du cash. Retenez-le tout le temps. La dette représente du cash. Ok. Donc forcément, tout ce qui va être, par exemple, le US10Y, c'est l'obligation américaine à 10 ans, d'accord, va être intimement lié au dollar. Voilà, on va pouvoir y aller. Donc si on tape US10Y juste ici, on est sur les obligations américaines à 10 ans, d'accord, on va venir mettre le DXY juste ici pour venir observer ce que ça donne. Et effectivement, si on est très précis, on voit que c'est entièrement corrélé, d'accord, entièrement corrélé. Et parfois, vous allez pouvoir avoir des confirmations sur les obligations que vous n'allez pas avoir sur le dollar en lui-même, d'accord. Donc ça, c'est très important à notifier. Si par exemple, on prend le FR10Y, hop, excusez-moi, tac, juste ici, et qu'on met par exemple, alors c'est ECX si je dis pas de bêtises, ECY, non c'est pas ECY, bougez pas, c'est juste ici l'indice de l'euro, c'est EXY, excusez-moi, hop, EXY, tac, on peut les corréler ici, on voit que voilà, on est parfaitement corrélé, quasiment parfaitement corrélé. Là on a une grosse inversion de corrélation, d'accord, et ça justement ça venait émettre finalement pas mal de choses très importantes dans l'économie, hein. Ici on a commencé à subir, voyez, l'impression monétaire de 2020, là l'euro a commencé à subir justement le désagrément de l'inflation et de la hausse des taux aussi de la part de la Banque centrale européenne, donc on a une inversion de corrélation. Donc souvent ici il faut aussi savoir interpréter les aspects fondamentaux qui peuvent prendre place, d'accord, c'est très important de dire ok, on a une inversion de corrélation, qu'est-ce qui s'est passé, d'accord. Alors que si on est très observateur, on regarde ce qui se passe à long terme, on a toujours été corrélé positivement. Ici on a une anomalie qui vient prendre place et il faut comprendre fondamentalement parlant ce que ça signifie. Voilà pour le fait que toutes les monnaies soient corrélées à leurs obligations respectives. Donc vous avez plusieurs obligations, vous avez US10Y, c'est les obligations américaines à 10 ans, vous avez le FR10Y, c'est les obligations françaises à 10 ans, le DE10Y, c'est les obligations allemandes à 10 ans. Vous avez plein de choses, hein. Vous tapez le bon ticker et vous pouvez aisément les retrouver pour pouvoir finalement émettre des corrélations sympathiques. Dernier point, c'est le top 5 finalement du S&P 500, ce qu'on appelle le top 5 cap contre le S&P 500. C'est-à-dire que forcément les plus grandes entreprises par capitalisation boursière dans le S&P 500, c'est souvent des géants de la technologie, en tout cas pour les dernières années, et ils peuvent avoir une influence disproportionnée sur l'indice. Et donc forcément, si ces entreprises elles performent bien, elles peuvent soutenir l'ensemble de l'indice, même si les autres actions elles sous-performent. D'accord. Donc par exemple, là pour l'anecdote, depuis le début de l'année, Nvidia était responsable de 25% de l'évolution du S&P 500, en tout cas 25% depuis le 1er janvier 2024 et actuellement. D'accord. Donc vous voyez à quel point le méga cap Nvidia actuellement vient jouer un rôle majeur dans l'évolution du marché en règle générale. D'accord. C'est très important à surveiller. Peut-être que demain ou dans un an, le top 5 ne sera plus du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Ça m'étonnerait beaucoup, mais il me pardonne dans le principe que c'est possible. C'est à vous de pouvoir vraiment émettre des formules sur vos marchés financiers pour pouvoir avoir quelque chose de sympathique. Par exemple ici, moi je sais que j'avais créé une formule, alors peut-être que je vais la retrouver juste là, voilà c'est ça. J'avais additionné donc Nvidia, Tesla, Apple, Amazon, Google, Meta et Microsoft, d'accord. J'avais fait une moyenne de tout ça, donc je les ai additionnés pour faire une moyenne. Et ici si on compare justement ces marchés-là au SP500,
d'accord, juste ici, on voit que c'est exactement la même évolution, d'accord. Donc ici, ça peut être finalement un outil qui peut vous aider, par exemple, si on a une très belle distribution ici, tac, de cette manière-là, mais que sur le S&P 500, c'est encore un petit peu douteux, bah, vous pouvez comprendre que du côté des entreprises, ça commence à distribuer, on commence à avoir un passage de la main faible à la main forte, et donc ça peut déjà vous donner quelques indices sur des potentielles prises de position sur le S&P, d'accord, parce que ça peut bouger totalement de manière unilatérale. Après, sinon, vous pouvez sur Nvidia juste ici, vous pouvez dire, ah oui, effectivement, bah là, Nvidia par rapport au S&P a une sorte de spread qui est en train de prendre place. On voit que Nvidia est actuellement ici, d'accord, le S&P est actuellement là. On a un spread on market, alors je pourrais pas l'avoir malheureusement, je vais avoir les cotations malheureusement de Nvidia. Je crois que je me mets en pourcentage peut-être, ou indexé sur 100, non, pourcentage, voilà c'est ça. Est-ce que je peux avoir un pourcentage aussi ici? Je pense pas. Est-ce qu'on peut avoir le spread ici? Non, on peut pas l'avoir, bon c'est pas grave. Peu importe, peu importe. Mais on a un spread qui s'établit entre les deux, c'est-à-dire que le S&P 500 est ici alors que Nvidia est là, d'accord? Donc on pourrait se demander si justement là Nvidia par rapport, vous voyez, à ce mouvement de prix qui est en train de nous faire, il vient de liquider des très très beaux equals ici. Est-ce qu'on va pas avoir vraiment un marché qui va commencer à se dégonfler du Nvidia? C'est pas du tout impossible. On peut checker aussi Apple. Voilà, Apple c'est grandiose, hein. C'est en phénoménal ce qui est en train de se passer. Ça va chercher des plus hauts de manière très 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 agressive depuis la dernière conférence qu'ils ont pu émettre. Google, pareil, est-ce qu'on a quelque chose de sympathique qui se met en place? Tesla, alors pareil, ça explose, mais pour d'autres raisons. Est-ce qu'on a quelque chose de sympathique qui se met en place? Effectivement, une sorte de distribution qui prend place ici. Ça peut être cool d'observer ce qui peut se passer. Amazon, pareil, alors une très jolie distribution qui prend place. Et Meta, est-ce qu'on a quelque chose de sympathique? Bon, pas trop pour le moment, d'accord, mais de cette manière-là, vous pouvez l'utiliser pour émettre des comparaisons sur vos marchés et pouvoir vraiment avoir le maximum de précision. Voilà pour cette vidéo. Donc on aura vu le top 5 des capitalisations par rapport au S&P, toutes les monnaies, donc l'euro, le dollar, l'AUD, le CAD, le CHF, tout ce qui existe, d'accord, par rapport à leurs obligations respectives. Les ETF, donc qui vont être délivrés par des fonds par rapport à tout ce qui peut exister, hein, les indices, les matières premières, les entreprises, tout ce que vous voulez. Les indices américains entre eux, on a vu les entreprises technologiques cryptographiques avec finalement l'évolution on-market des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et j'en passe. Le NZD, donc la monnaie néo-zélandaise, et le lait, paraît bête, hein, ça paraît assez original, mais c'est bien la vérité. On a vu aussi justement l'USD, le CAD et le pétrole, ainsi que l'USD CAD avec le pétrole, de manière assez conjointe, d'accord. Donc on a expliqué un peu la fondamentale qui pouvait tourner autour de ces deux pays. L'or et le dollar, d'accord, on a expliqué un peu pourquoi, par rapport aux effets de couverture, les taux d'intérêt, l'inflation, le fait que l'or soit libellé en dollars et que forcément ils sont inversement corrélés quand vous l'achetez sur les marchés financiers. On a aussi quand même mis un petit holà sur le fait qu'effectivement l'or c'est sympa mais ça verse pas d'intérêt. On a parlé aussi de l'argent et l'or qui sont intimement liés, notamment dans l'industrie, qui sont souvent toujours commandés quasiment ensemble, même pour des bijoux, hein, l'argent et l'or c'est quasiment toujours commandé ensemble. On parle du CHF et de l'or, évidemment très important. La place de la Suisse vis-à-vis de ce marché-là est d'une importance capitale, et évidemment l'AUD, l'Australie, qui est un très 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 gros producteur d'or. Voilà, donc c'est très important de pouvoir les corréler, évidemment tous les XXX avec tous les autres XXX pour faire simple. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir vous la faire. Voilà, je suis rentré dans ce qui était pour moi les corrélations les plus importantes à mettre sur la table, ce que j'utilise de manière hebdomadaire tout le temps en fait finalement, manière quotidienne plutôt, pour pouvoir émettre des positions, émettre des spéculations sur les marchés financiers et pour pourquoi pas aller tirer une rentabilité un petit peu de tout ça. Voilà, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à laisser un avis sur cette vidéo en commentaire, ça me fera très plaisir. Il y a un Discord totalement gratuit que vous pouvez rejoindre en privé, sur lequel je fais des lives, sur lequel on discute, sur lequel on prend des positions, sur lequel justement je peux répondre à vos questions, d'accord. Donc c'est vraiment fort sympathique. N'hésitez pas, il y a une très bonne ambiance, c'est très sympa. Et on se retrouve pour un prochain format. Salut tout le monde, ciao ciao.